Deuxième partie. Le tamis et le sable. Ils passèrent tout un long après-midi à lire, tandis que la pluie froide de novembre tombait sur la maison silencieuse. Ils s'étaient installés dans le couloir, car le salon paraissait trop vide et trop gris sans ses murs illuminés de confettis orange et jaune, de fusées, de femmes en robe de lamé or et d'hommes en velours noir sortant des lapins de 50 kilos de chapeaux d'argent. Le salon était mort, et Mildred ne cessait d'y glisser un regard déconcerté, tandis que Montague allait et venait, s'accroupissait et lisait et relisait 10 fois la même page à voix haute. On ne peut dire à quel moment précis naît l'amitié. Si l'on remplit un récipient goutte à goutte, il finit par y en avoir une qui le fait déborder. Ainsi, lorsque se succèdent les gentillesses, il finit par y en avoir une qui fait déborder le cœur. Montague s'assit et écouta la pluie. Était-ce ainsi pour la fille d'à côté? J'ai tellement cherché à comprendre. Elle est morte. Parlons des vivants, par pitié. Sans se retourner vers sa femme, Montague se dirigea en tremblant vers la cuisine, où il resta un long moment à regarder la pluie gifler les fenêtres, attendant d'avoir retrouvé son calme pour regagner la lumière grise du couloir. Il ouvrit un autre livre. Ce sujet favori, moi-même. Il lorgna le mur. Ce sujet favori, moi-même. Voilà enfin quelque chose que je comprends, dit Mildred. Mais le sujet favori de Clarisse n'était pas elle-même, c'était les autres et moi. C'était la première personne depuis bien des années qui me plaisait vraiment, la première personne dont je me souvienne qui me regardait bien en face comme si je comptais pour elle. Il brandit les 2 livres. Ces hommes sont morts depuis longtemps, mais je sais que leurs mots s'adressent d'une façon ou d'une autre à Clarisse. De l'autre côté de la porte d'entrée, sous la pluie, un léger grattement. Montague se figea. Il vit Mildred se plaquer contre le mur en étouffant un cri. « Quelqu'un ! La porte ! Pourquoi la voix ne nous prévient pas ? Je l'ai débranchée. » Au bas de la porte, un reniflement lent, inquisiteur, une bouffée de vapeur électrique. Mildred éclata de rire. « Ce n'est qu'un chien, voilà tout. Tu veux que je le fasse déguerpir ? Reste où tu es. » Silence. La pluie froide qui tombe, et l'odeur d'électricité bleutée qui s'infiltre sous la porte. « Remettons-nous au travail, » dit calmement Montague. Mildred lança un coup de pied dans un livre. « Les livres ne sont pas des gens. Tu as beau lire, je ne vois personne autour de moi. » Il contempla le salon mort et gris, comme les eaux d'un océan qui pourrait bouillonner de vie s'ils allumaient le soleil électronique. « Ma famille, au moins, ce sont des gens, » dit Mildred. « Ils me racontent des trucs. Je ris, ils rient, et les couleurs. Oui, je sais. Et puis si le capitaine Beatty savait pour ses livres... » Elle réfléchit à la chose. Sur son visage, l'ahurissement fit place à l'horreur. Il pourrait venir brûler la maison. Et la famille. C'est affreux. Tout l'argent qu'on a mis là-dedans. Pourquoi est-ce que j'irais lire? Dans quel but? Dans quel but? Pourquoi? J'ai vu le plus horrible serpent du monde l'autre nuit. Il était mort tout en étant vivant. Il voyait sans voir. Tu tiens à voir ce serpent? Il est au service des urgences de l'hôpital où l'on a rédigé un rapport sur toutes les saletés que le serpent a retirées de toi. Tu veux aller examiner ton dossier? Il se peut qu'il soit classé à Guy Montague, à peur ou à guerre. Tu veux aller voir cette maison qui a brûlé l'autre nuit? Et ratisser les cendres pour y trouver les os de cette femme qui a mis le feu à sa propre maison? Et Clarisse McClellan, où faut-il aller la chercher? À la morgue, écoute! Les bombardiers sillonnaient le ciel au-dessus de la maison, murmurant à n'en plus pouvoir, sifflant comme un immense éventail invisible, décrivant des cercles dans le vide. « Seigneur !» s'exclama Montague. « Tous ces engins qui n'arrêtent pas de tournoyer dans le ciel. Qu'est-ce que ces bombardiers fichent là-haut à chaque seconde de notre existence? Pourquoi tout le monde refuse d'en parler? On a déclenché et gagné 2 guerres nucléaires depuis 1960. Est-ce parce qu'on s'amuse tellement chez nous qu'on a oublié le reste du monde? Est-ce parce que nous sommes si riches et tous les autres si pauvres que nous nous en fichons éperdument? Des bruits courent, le monde meurt de faim, mais nous mangeons à satiété. Est-ce vrai que le monde trime tandis que nous prenons du bon temps? Est-ce pour cette raison qu'on nous hait tellement? J'ai entendu les bruits qui courent là-dessus aussi, de temps en temps, depuis des années et des années. Sais-tu pourquoi? Moi pas, ça, c'est sûr. Peut-être que les livres peuvent nous sortir un peu de cette caverne. Peut-être y a-t-il une chance qu'ils nous empêchent de commettre les mêmes erreurs insensées. Ces pauvres crétins dans ton salon, je ne les entends jamais en parler. Bon sang, Milly, tu ne te rends pas compte?
1 heure par jour, 2 heures, avec ses bouquins, et peut-être... Le téléphone sonna. Mildred saisit le combiné. « Anne !» Elle éclata de rire. « Oui, le clown blanc passe ce soir !» Montag gagna la cuisine et jeta son livre par terre. « Montag, dit-il, tu es complètement idiot. Où va-t-on, là? On rend les livres et on oublie tout ça ?» Il ouvrit le livre pour en faire la lecture à voix haute et couvrir ainsi les éclats de rire de Mildred. « Pauvre Milly, songea-t-il. Pauvre Montag, pour toi aussi c'est du chinois. Mais où trouver de l'aide? Où trouver un guide, si tard? » Un instant, il ferma les yeux. Mais oui, bien sûr. Une fois de plus, il se surprit à songer au parc verdoyant 1 an plus tôt. Cette pensée l'avait souvent accompagné ces derniers temps, mais voilà qu'il se souvenait clairement de cette journée dans le jardin public, du geste vif de ce vieil homme vêtu de noir pour cacher quelque chose sous son manteau. Le vieillard fait un bond, prêt à détaler, et Montag crie « Attendez !»« Je n'ai rien fait !» proteste le vieil homme en tremblant. « Personne ne vous accuse. » Il s'était assis dans la douce lumière verte, sans dire un mot pendant un moment, puis Montag avait parlé du temps qu'il faisait, et le vieil homme lui avait répondu d'une voix blanche. Une curieuse et paisible rencontre. Le vieil homme avait avoué être un professeur d'anglais retraité qui s'était fait jeter à la rue 40 ans plus tôt à la fermeture, par manque d'élèves et de crédit, de la dernière école d'arts libéraux. Il s'appelait Faber, et, une fois sa crainte de Montag envolée, il s'était mis à parler d'une voix cadencée en regardant le ciel, les arbres, la verdure. Au bout d'1 heure, il récitait à Montag quelque chose que celui-ci avait perçu comme un poème en prose. Puis, le vieil homme s'était peu à peu enhardi et avait récité autre chose qui était encore un poème. Faber parlait d'une voix douce, une main posée sur la poche gauche de son manteau, et Montag savait qu'il lui aurait suffi d'un geste pour retirer de cette poche un recueil de poèmes. Mais il n'avait pas bougé. Ses mains étaient restées sur ses genoux, engourdies, inutiles. « Je ne parle pas des choses, » avait dit Faber. « Je parle du sens des choses. Là, je sais que je suis vivant. » Il ne s'était rien passé de plus, à vrai dire. 1 heure de monologue, un poème, un commentaire, puis, sans même s'apercevoir que Montag était pompier, Faber, les doigts un peu tremblants, avait noté son adresse sur un bout de papier. « Pour vos archives, » avait-il dit, « au cas où vous décideriez d'être en colère contre moi. »« Je ne suis pas en colère, » avait répondu Montag, pris au dépourvu. Le rire strident de Mildred fusait dans le couloir. Montag gagna son coin bureau dans la chambre et compulsa son classeur jusqu'à l'entête « Futures enquêtes ». Le nom de Faber était là. Il ne l'avait ni signalé, ni effacé. Il forma le numéro sur un appareil auxiliaire. Le téléphone, à l'autre bout de la ligne, appela le nom de Faber 12 de fois avant que le professeur réponde d'une voix éteinte. Montag se fit connaître. Un long silence s'ensuivit. « Oui, monsieur Montag ?»« Professeur Faber, j'ai une question un peu bizarre à vous poser. Combien reste-t-il d'exemplaires de la Bible dans notre pays? J'ignore de quoi vous parlez. Je veux savoir s'il en reste seulement des exemplaires. C'est une espèce de piège que vous me tendez là. Je ne peux pas parler comme ça à n'importe qui au téléphone. Combien d'exemplaires de Shakespeare et de Platon? Aucun. Vous le savez aussi bien que moi. Aucun. Faber raccrocha. Montag reposa le combiné. Aucun. Il le savait, bien sûr, d'après les listes de la caserne. Mais il avait en quelque sorte voulu l'entendre de la bouche même de Faber. Dans le couloir, le visage de Mildred était rouge d'excitation. « Chouette, les copines arrivent !» Montag lui montra un livre. « Voici l'Ancien et le Nouveau Testament, et... Ah, tu vas pas remettre ça! C'est peut-être le dernier exemplaire dans cette partie du monde. Il faut que tu le rendes ce soir. Tu sais bien. Le capitaine Beatty sait que tu l'as, non? Je ne crois pas qu'il sache quel livre j'ai volé. Mais lequel choisir en remplacement? Est-ce que je rapporte Monsieur Jefferson? Monsieur Thoreau? Lequel est le moins précieux? Si j'opte pour un autre et que Beatty sait lequel j'ai volé, il va penser qu'on a ici toute une bibliothèque. » Les lèvres de Mildred se crispèrent. « Tu vois ce que tu es en train de faire? Tu vas causer notre perte. Qu'est-ce qui compte le plus, moi ou cette Bible ?» Voilà qu'elle se mettait à hurler, assise là comme une poupée de cire fondant dans sa propre chaleur. Il entendait déjà la voix de Beatty. « Asseyez-vous, Montag.
Regardez, délicatement comme les pétales d'une fleur. Mettez le feu à la première page, mettez le feu à la deuxième. Chacune devient un papillon noir. C'est pas beau, ça. Allumez la troisième page à la deuxième, et ainsi de suite, comme on allume une cigarette avec la précédente. Chapitre par chapitre, toutes les sottises que véhiculent les mots, toutes les fausses promesses, toutes les idées de seconde main et autres philosophies surannées. Beatty, assis là, transpirant légèrement au milieu d'un essaim de phalène noire foudroyé par un unique orage. Mildred cessa de glapir aussi vite qu'elle avait commencé. Montag n'écoutait plus. « Il n'y a qu'une chose à faire, dit-il. Avant de donner ce livre à Beatty ce soir, il faut que je le fasse photocopier. »« Tu seras là pour voir le clown blanc avec nous toutes ce soir ?» cria Mildred. Montag s'arrêta à la porte, le dos tourné. « Milly ?» Silence. « Quoi ?»« Milly. Ce clown blanc, est-ce qu'il t'aime ?» Pas de réponse. « Milly, est-ce que... » Il s'humecta les lèvres. « Est-ce que ta famille t'aime ? T'aime vraiment ? T'aime de tout son cœur et de toute son âme ? Milly ?» Il sentit les yeux de sa femme qui se plissaient lentement, fixés sur sa nuque. En voilà une question idiote. Il en aurait pleuré, mais rien ne sortit de ses yeux ni de sa bouche. « Si tu vois ce chien dehors, » reprit Mildred, « donne-lui un coup de pied de ma part. » Il hésita, écoutant à la porte avant de l'ouvrir, puis il sortit. La pluie s'était arrêtée et le soleil se couchait dans un ciel dégagé. La rue, la pelouse et le perron étaient déserts. Il poussa un grand soupir, et il claqua la porte. Il était dans le métro. « Je suis tout engourdi, se dit-il. Quand cet engourdissement a-t-il commencé à me gagner la figure, le corps ? La nuit où j'ai heurté du pied le flacon de comprimé, comme si je butais sur une mine enterrée. Mais cet engourdissement finira bien par s'en aller. Ça prendra du temps, mais j'y arriverai, ou Faber y arrivera pour moi. Quelqu'un, quelque part, me rendra mon visage et mes mains tels qu'ils étaient. Même mon sourire, pensa-t-il, mon vieux sourire dessiné au fer rouge, qui a disparu et sans lequel je suis perdu. La paroi du métro défilait sous ses yeux, carreaux crème, noir de jet, carreaux crème, noir de jet, chiffres et ténèbres, encore des ténèbres, tout cela s'additionnant tout seul. Un jour, alors qu'il était enfant, il s'était assis sur une dune de sable jaune au bord de la mer au beau milieu d'une journée d'été torride et azurée. Il essayait de remplir un tamis de sable parce qu'un cousin cruel lui avait dit « Si tu remplis ce tamis, tu auras 10 cents. » Et plus vite il déversait le sable, plus vite le tamis se vidait dans un chaud murmure. Ses mains étaient fatiguées, le sable était brûlant, le tamis restait vide. Assis là, en plein cœur de juillet, muré dans le silence, il avait senti les larmes ruisseler sur ses joues. Et maintenant, tandis que le train à air comprimé l'emportait dans sa course cahotante à travers les caveaux morts de la ville, voilà qu'il se souvenait de la terrible logique de ce tamis. Il baissa les yeux et s'aperçut qu'il tenait la Bible ouverte à la main. Il y avait du monde dans le train pneumatique, mais il serrait le livre entre ses doigts, et l'idée absurde lui vint que s'il lisait très vite, d'un bout à l'autre, un peu de sable resterait peut-être dans le tamis. Mais il lisait, et les mots se dérobaient, et il pensa « Dans quelques heures, je serai devant Beatty. Je lui tendrai ceci. Aucune phrase ne doit m'échapper. Chaque ligne doit s'inscrire dans ma mémoire. Il faut que j'y arrive. » Ses mains se crispèrent sur le livre. Des trompettes retentirent. « Dentifrice Denham !»« La ferme, » pensa Montag. « Voyez les lys des champs. Dentifrice Denham !»« Il ne travaille pas. Dentifrice, voyez les lys des champs. La ferme. Denham !» Il ouvrit brutalement le livre et le feuilleta, touchant des pages comme s'il était aveugle, s'arrêtant sur la forme de chaque lettre, sans scier. « Denham, D-E-N !» Il ne peine, ni ne, murmure implacable du sable brûlant à travers un tamis vide. Denham résout le problème. Voyez les lys. Denham défend l'émail des dents. La ferme. C'était une supplication, un cri si terrible que Montag se retrouva debout sous les yeux scandalisés des occupants de la voiture braillarde qui s'écartaient de cet homme au visage dément, congestionné, de cette bouche sèche, éructante, de ce livre en train de battre des ailes dans son poing. Les gens qui étaient assis un instant plus tôt, battant la mesure du pied sous les assauts du dentifrice Denham, du détergent dentaire Denham,
doublement décapant, du dentifrice Denham, 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 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, les gens dont les lèvres commençaient à former les mots dentifrice, dentifrice, dentifrice. En représailles, les haut-parleurs du train vomirent sur Montag un déluge de musique à base de fer blanc, cuivre, argent, chrome et airain. Les gens cédaient au matraquage, ils ne s'enfuyaient pas, faute d'endroit où s'enfuir. Le grand train pneumatique filait le long de son tunnel dans la terre. Les lys des champs. Denham. Les lys, j'ai dit. Les gens ouvraient des yeux effarés. Appelez le chef de train. Ce type a perdu. Knollview. Le train s'arrêta dans un sifflement. Knollview. Un cri. Denham. Un murmure. Les lèvres de Montag bougèrent à peine. Les lys. La porte de la voiture s'ouvrit dans un chuintement. Montag resta debout, immobile. La porte hoqueta, commença à se refermer. Alors, seulement, Montag bondit au milieu des voyageurs, hurlant dans sa tête, et plongea de justesse entre les deux lames de la porte. Il s'engouffra dans les tunnels carrelés de blanc, négligeant les escaliers mécaniques, car il voulait sentir ses pieds remuer, ses bras se balancer, ses poumons se contracter et se dilater, sa gorge s'irriter au contact de l'air. Une voix flotta jusqu'à lui. Denham, Denham, Denham. Le train siffla comme un serpent avant de disparaître dans son trou. Qui est-ce? Montag. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi entrer. Je n'ai rien fait de mal. Je suis tout seul, bon sang. Vous me le jurez? Je le jure. La porte s'ouvrit lentement. Faber glissa un œil dans l'entrebâillement. Il avait l'air très vieux dans la lumière, très fragile et très effrayé. On aurait dit que le vieillard n'était pas sorti de chez lui depuis des lustres. Il présentait une ressemblance frappante avec les murs de plâtre blanc de sa maison. Il y avait du blanc dans la chair de ses lèvres et de ses joues, ses cheveux étaient blancs, et le bleu vague de ses yeux décolorés tirait lui aussi sur le blanc. Puis, son regard tomba sur le livre que Montag tenait sous le bras, et il parut aussitôt moins vieux et moins fragile. Lentement, sa peur le quitta. « Excusez-moi, on est obligé d'être prudent. » Il n'arrivait pas à détacher son regard du livre sous le bras de Montag. « C'est donc vrai, » dit-il. Montag franchit le seuil. La porte se referma. « Asseyez-vous. » Faber recula, comme s'il craignait que le livre ne disparaisse s'il le quittait des yeux. Derrière lui, une porte était ouverte, donnant sur une pièce où tout un bric-à-brac d'appareils et d'outils en acier encombrait le dessus d'un bureau. Montag n'eut droit qu'à un aperçu avant que Faber, surprenant son regard, ne fasse volte-face pour refermer la porte, gardant une main tremblante sur la poignée. Il se retourna timidement vers Montag, à présent assis, le volume sur ses genoux. « Ce livre, où l'avez-vous... » »« Je l'ai volé. » Pour la première fois, Faber releva la tête et regarda Montag bien en face. « Vous êtes courageux. »« Non. Ma femme est en train de mourir. Une de mes amies est déjà morte. Une autre personne qui aurait pu être une amie a été brûlée il y a moins de 24 heures. Vous êtes la seule de mes connaissances qui puisse m'aider. Avoir... Les mains de Faber se contractèrent sur ses genoux. « Vous permettez ? Excusez-moi. » Montag lui tendit le livre. « Il y a tellement longtemps. Je ne suis pas croyant, mais il y a tellement longtemps. » Faber tournait les pages, s'arrêtant de ci, de là pour lire. « C'est aussi beau que dans mon souvenir. Seigneur, comme ils ont changé tout ça dans nos salons aujourd'hui. Le Christ fait partie de la famille maintenant. Je me demande souvent si Dieu reconnaît son propre fils vu la façon dont on l'a accoutré, ou accablé. C'est une parfaite sucette à la menthe maintenant, tout sucre cristallisé et saccharine, quand il ne fait pas allusion à certains produits commerciaux dont ses adorateurs ne sauraient se passer. » Faber renifla le volume. « Savez-vous que les livres sentent la muscade ou je ne sais quelle épice exotique? J'aimais les humer lorsque j'étais enfant. Seigneur, il y avait des tas de jolis livres autrefois, avant que nous les laissions disparaître. » Faber tournait les pages. « Monsieur Montag, c'est un lâche que vous avez en face de vous. J'ai vu où on allait, il y a longtemps de ça. Je n'ai rien dit.
Je suis un de ces innocents qui auraient pu élever la voix quand personne ne voulait écouter les coupables. Mais je n'ai pas parlé et suis par conséquent devenu moi-même coupable. Et lorsqu'en fin de compte, les autodafés de livres ont été institutionnalisés et les pompiers reconvertis, j'ai grogné 2 ou 3 fois et je me suis tu, car il n'y avait alors plus personne pour grogner ou brailler avec moi. Maintenant, il est trop tard. Faber referma la Bible. Bon, et si vous me disiez ce qui vous amène? Personne n'écoute plus. Je ne peux pas parler au mur parce qu'il me hurle après. Je ne peux pas parler à ma femme, elle écoute les murs. Je veux simplement quelqu'un qui écoute ce que j'ai à dire. Et peut-être que si je parle assez longtemps, ça finira par tenir debout. Et je veux que vous m'appreniez à comprendre ce que je lis. Faber examina le visage mince, les joues bleuâtres de Montague. Qu'est-ce qui vous a tourneboulé? Qu'est-ce qui a fait tomber la torche de vos mains? Je ne sais pas. On a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais on ne l'est pas. Il manque quelque chose. J'ai regardé autour de moi, la seule chose dont je tenais la disparition pour certaine, c'étaient les livres que j'avais brûlés en 10 ou 12 ans. J'ai donc pensé que les livres pouvaient être de quelque secours. Quel incorrigible romantique vous faites! Ce serait drôle si ce n'était pas si grave. Ce n'est pas de livres que vous avez besoin, mais de ce qu'il y avait autrefois dans les livres, de ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui dans les familles qui hantent nos salons. Télévision et radio pourraient transmettre la même profusion de détails et de savoir, mais ce n'est pas le cas. Non, non, ce ne sont nullement les livres que vous recherchez. Cela, prenez-le où vous pouvez le trouver, dans les vieux disques, les vieux films, les vieux amis, cherchez-le dans la nature et en vous-même. Les livres n'étaient qu'un des nombreux types de réceptacles destinés à conserver ce que nous avions peur d'oublier. Ils n'ont absolument rien de magique. Il n'y a de magie que dans ce qu'ils disent, dans la façon dont ils cousent les pièces et les morceaux de l'univers pour nous en faire un vêtement. Bien entendu, vous ne pouviez pas le savoir, et vous ne pouvez pas encore comprendre ce que je veux dire par là. Mais votre intuition est correcte, c'est ce qui compte. En fait, il nous manque 3 choses. 1. Savez-vous pourquoi des livres comme celui-ci ont une telle importance? Parce qu'ils ont de la qualité. Et que signifie le mot qualité? Pour moi, ça veut dire texture. Ce livre a des pores, il a des traits. Vous pouvez le regarder au microscope. Sous le verre, vous trouverez la vie en son infini foisonnement. Plus il y a de pores, plus il y a de détails directement empruntés à la vie par centimètre carré de papier. Plus vous êtes dans la littérature. C'est du moins ma définition. Donner des détails pris sur le vif. Les bons écrivains touchent souvent la vie du doigt. Les médiocres ne font que l'effleurer. Les mauvais la violent et l'abandonnent aux mouches. Est-ce que vous voyez maintenant d'où viennent la haine et la peur des livres? Ils montrent les pores sur le visage de la vie. Les gens, installés dans leur tranquillité, ne veulent que des faces de lune bien lisses, sans pores, sans poils, sans expression. Nous vivons à une époque où les fleurs essaient de vivre sur les fleurs au lieu de se nourrir de bonnes pluies et de terreaux bien noirs. Même les feux d'artifice, si jolis soient-ils, résultent d'une chimie qui prend sa source dans la terre. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous nous croyons capables de croître à grand renfort de fleurs et de feux d'artifice sans accomplir le cycle qui nous ramène à la réalité. Connaissez-vous la légende d'Hercule édenté, le lutteur géant dont la force était incroyable tant qu'il gardait les pieds fixés au sol? Une fois soulevé de terre par Hercule, privé de ses racines, il succomba facilement. Si cette légende n'a rien à nous dire aujourd'hui, dans cette ville, à notre époque, c'est que j'ai perdu la raison. Voilà la première chose dont je disais que nous avions besoin. La qualité, la texture de l'information. Et la seconde? Le loisir. Oh, mais nous avons plein de temps libre. Du temps libre, oui, mais du temps pour réfléchir. Si vous ne conduisez pas à 150 à l'heure, une vitesse à laquelle vous ne pouvez penser à rien d'autre qu'au danger, vous jouez à je ne sais quoi ou restez assis dans une pièce où il vous est impossible de discuter avec les 4 murs du téléviseur. Pourquoi? Le téléviseur est réel. Il est là, il a de la dimension, il vous dit quoi penser, vous le hurle à la figure.
Il doit avoir raison, tant il paraît avoir raison. Il vous précipite si vite vers ses propres conclusions que votre esprit n'a pas le temps de se récrier. Quelle idiotie! Sauf que la famille, ce sont des gens. Je vous demande pardon. Ma femme dit que les livres ne sont pas réels. Dieu merci, vous pouvez les refermer et dire « pousse ». Vous jouez au Dieu en la circonstance. Mais qui s'est jamais arraché aux griffes qui vous enserrent quand on sème une graine dans un salon télé? Celui-ci vous façonne à son gré. Il constitue un environnement aussi réel que le monde. Il est la vérité. On peut rabattre son caquet à un livre par la raison, mais en dépit de tout mon savoir et de tout mon scepticisme, je n'ai jamais été capable de discuter avec un orchestre symphonique de 100 instruments, en technicolor et 3 dimensions, dans un de ces incroyables salons dont on fait partie intégrante. Comme vous pouvez le constater, mon salon n'est fait que de 4 murs de plâtre. Et tenez, il brandit 2 petits bouchons en caoutchouc. Pour mes oreilles, quand je prends le métro express. Dentifrice d'Enam, il ne peine ni ne s'agite, récita Montag les yeux fermés. Où cela nous mène? Est-ce que les livres peuvent nous aider? Seulement si le 3e élément nécessaire nous est donné. 1. Comme j'ai dit, la qualité de l'information. 2. Le loisir de l'assimiler. Et 3. Le droit d'accomplir des actions fondées sur ce que nous apprend l'interaction des 2 autres éléments. Et je doute fort qu'un vieillard et un pompier aigri puissent faire grand-chose au point où en est la partie. Je peux trouver des livres. C'est risqué. C'est le bon côté de la mort. Quand on n'a rien à perdre, on est prêt à courir tous les risques. Là, vous venez de dire une chose intéressante, dit Faber en riant, sans l'avoir lu nulle part. On trouve ça dans les livres? Ça m'est pourtant venu comme ça. À la bonne heure. Ce n'était calculé ni pour moi, ni pour personne, pas même pour vous. Montag se pencha en avant. Cet après-midi, je me suis dit que si les livres avaient vraiment de la valeur, on pourrait peut-être dénicher une presse et en réimprimer quelques-uns. On? Vous et moi? Oh, non. Faber se redressa sur son siège. Laissez-moi quand même vous exposer mon plan. Si vous insistez pour me le faire connaître, je vais devoir vous demander de partir. Ça ne vous intéresse donc pas? Pas si vous vous mettez à tenir des propos qui risquent de me mener au bûcher. Je pourrais, à la rigueur, vous écouter dans l'éventualité, mais c'est la seule, où l'appareil des pompiers serait lui-même détruit par le feu. Maintenant, si vous me proposez d'imprimer des livres et de nous débrouiller pour les cacher chez les pompiers de tout le pays, de façon à semer le doute et la suspicion chez ces incendiaires, là je dirais bravo. Introduire les livres, déclencher l'alarme et voir les maisons des pompiers brûler? C'est ce que vous voulez dire? Faber haussa les sourcils et regarda Montag comme s'il avait un autre homme devant lui. Je plaisantais. Si vous étiez convaincu de l'efficacité d'un tel plan, je serais bien obligé de vous croire. On ne peut rien garantir en ce domaine. Après tout, quand nous avions à notre disposition tous les livres que nous voulions, nous nous sommes quand même acharnés à trouver la falaise la plus haute d'où nous précipiter. Mais le fait est que nous avons besoin de respirer, que nous avons besoin d'apprendre, et peut-être que dans 1 millier d'années, nous choisirons des falaises plus modestes pour nous jeter dans le vide. Les livres sont faits pour nous rappeler quels ânes, quels imbéciles nous sommes. Ils sont comme la garde prétorienne de César murmurant dans le vacarme des défilés triomphants. « Souviens-toi, César, que tu es mortel. » La plupart d'entre nous ne peuvent pas courir en tous sens, parler aux uns et aux autres, connaître toutes les cités du monde. Nous n'avons ni le temps, ni l'argent, ni tellement d'amis. Ce que vous recherchez, Montag, se trouve dans le monde, mais le seul moyen pour l'homme de la rue d'en connaître 99%, ce sont les livres. Ne demandez pas de garantie, et n'attendez pas le salut d'une seule source, individu, machine ou bibliothèque. Contribuez à votre propre sauvetage, et si vous vous noyez, au moins mourrez en sachant que vous vous dirigiez vers le rivage. Faber se leva et se mit à arpenter la pièce. « Alors » demanda Montag. « Vous parlez sérieusement ?»« Absolument. » C'est un plan astucieux, je dois dire.
Faber jeta un coup d'œil anxieux vers la porte de sa chambre. Voir les casernes de pompiers brûlées dans tout le pays, détruites en tant que foyer de trahison, la salamandre se dévorant la queue. Grand Dieu! J'ai la liste de tous les pompiers avec leur adresse. En travaillant dans la clandestinité, l'embêtant, c'est qu'on ne peut faire confiance à personne. En dehors de vous et moi, qui allumera le feu? N'y a-t-il pas des professeurs comme vous, d'anciens écrivains, historiens, linguistes, morts ou trop âgés? Plus ils seront vieux, mieux ça vaudra. Ils passeront inaperçus. Vous en connaissez des douzaines. Avouez-le. Oh, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui n'ont pas joué Pirandello, Shaw ou Shakespeare depuis des années parce que leurs pièces sont trop en prise sur le monde. On pourrait mettre leur colère à contribution. Comme on pourrait utiliser la rage légitime de ces historiens qui n'ont pas écrit une ligne depuis 40 ans. En vérité, on pourrait aller jusqu'à mettre sur pied des cours de réflexion et de lecture. Oui, mais ce ne serait que du grignotage à la petite semaine. La culture tout entière est touchée à mort. Il faut en fondre le squelette et le refaçonner. Bon Dieu, ce n'est pas aussi simple que de reprendre un livre que l'on a posé un demi-siècle plus tôt. N'oubliez pas que les pompiers sont rarement nécessaires. Les gens ont de même cessé de lire. Vous autres pompiers, faites votre petit numéro de cirque de temps en temps, vous réduisez les maisons en fumée et le joli brasier attire les foules, mais ce n'est là qu'un petit spectacle de foire, à peine nécessaire pour maintenir l'ordre. Il n'y a presque plus personne pour jouer les rebelles. Et parmi les rares qui restent, la plupart, comme moi, cèdent facilement à la peur. Pouvez-vous danser plus vite que le clown blanc, crier plus fort que Monsieur J't'embrouille et les familles des salons? Si oui, vous gagnerez la partie, Montag. De toute façon, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les gens s'amusent. Ils se suicident. Ils tuent. Une escadrille de bombardiers en route vers l'Est n'avait cessé de passer dans le ciel durant toute leur conversation, mais ce ne fut qu'à cet instant précis que les deux hommes s'arrêtèrent de parler pour les écouter, ressentant jusque dans leurs entrailles le grondement des réacteurs. Patience, Montag. Laissez la guerre couper le sifflet aux familles. Notre civilisation est en train de voler en éclats. Tenez-vous à l'écart de la centrifugeuse. Il faut que quelqu'un soit prêt quand elle explosera. Quoi? Des hommes qui citeront Milton, qui diront « Je me souviens de Sophocle », qui rappelleront aux survivants que l'homme a aussi ses bons côtés. Ils ne feront que rassembler leurs pierres pour se les lancer les uns aux autres. Rentrez chez vous, Montag. Allez vous coucher. Pourquoi perdre vos dernières heures à pédaler dans votre cage, en niant être un écureuil? Donc ça ne vous intéresse plus? Ça m'intéresse tellement que j'en suis malade. Et vous ne voulez pas m'aider? Bonsoir, bonsoir. Les mains de Montag s'emparèrent de la Bible. Il s'en rendit compte et eut l'air surpris. Aimeriez-vous posséder ce livre? Je donnerais mon bras droit pour l'avoir. Debout, Montag attendit la suite des événements. Ses mains, d'elles-mêmes, tels deux individus travaillant de concert, commencèrent à arracher les pages. Elles déchirèrent la page de garde, puis la page 1, puis la 2. « Imbécile, qu'est-ce que vous faites ?» Faber bondit comme si on l'avait frappé. Il se rua sur Montag qui le repoussa, laissant ses mains poursuivre leur tâche. 6 autres pages tombèrent sur le sol. Il les ramassa et en fit une boule sous les yeux de Faber. « Non! Oh! Non !» gémit le vieillard. « Qui peut m'arrêter? Je suis pompier. Je peux vous brûler. » Le vieillard le regarda fixement. « Vous ne feriez pas ça? Je pourrais. » « Le livre? Arrêtez de le déchirer. » Faber s'affala dans un fauteuil, le visage blême, les lèvres tremblantes. « N'ajoutez pas à mon épuisement. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'apprendre de vous. » Bon. Montag reposa le livre. Il entreprit de déplier le papier froissé et le lissa sous le regard las du vieil homme. Faber secoua la tête comme au sortir du sommeil. « Montag, avez-vous de l'argent? »« Un peu. 400 ou 500 $. Pourquoi? Apportez-les. Je connais un homme qui imprimait le bulletin de notre collège il y a 50 ans. C'était l'année où, entamant un nouveau semestre, je n'ai trouvé qu'un seul étudiant pour suivre mon cours sur le théâtre d'Eschyle à O'Neill. Vous voyez, quelle belle statue de glace c'était, à fondre au soleil.
Je me souviens des journaux qui mouraient comme des papillons géants. On n'en voulait plus. Ça ne manquait plus à personne. Et le gouvernement, voyant à quel point il était avantageux d'avoir des gens ne lisant que des histoires à base de lèvres passionnées et de coups de poing dans l'estomac, a bouclé la boucle avec vos cracheurs de feu. Du coup, voilà un imprimeur sans travail, Montag. On pourrait commencer par quelques livres, attendre que la guerre disloque le système et nous donne le coup de pouce dont nous avons besoin. Quelques bombes, et dans les murs de toutes les maisons, comme autant de rats en costume d'arlequin, les familles se tairont. Dans le silence, nos apartés auront quelque chance d'être entendus. Ils contemplèrent tous deux le livre posé sur la table. « J'ai essayé de me souvenir, dit Montag, mais rien à faire. Le temps de tourner la tête, tout fiche le camp. Dieu, que j'aimerais avoir quelque chose à rétorquer au capitaine. Il a assez lu pour avoir réponse à tout, ou pour en donner l'impression. Sa voix est comme du beurre. J'ai peur qu'avec ses laïus, il ne me ramène à la case départ. Il y a seulement une semaine, en faisant cracher le pétrole à Malance, je me disais, Dieu, quelle joie !» Le vieil homme hocha la tête. « Ceux qui ne construisent pas doivent brûler. C'est vieux comme le monde et la délinquance juvénile. Voilà donc ce que je suis. Nous le sommes tous plus ou moins. » Montag se dirigea vers la porte d'entrée. « Pouvez-vous m'aider d'une façon ou d'une autre, ce soir, quand je serai devant mon capitaine ? J'ai besoin d'un parapluie pour me protéger de l'averse. J'ai tellement peur de me noyer s'il me retombe dessus. » Le vieillard ne dit rien, mais lança une fois de plus un coup d'œil inquiet vers sa chambre. Montag s'en aperçut. « Alors ?» Le vieillard respira à fond, retint son souffle, puis expira. Nouvelle goulée d'air, les yeux fermés, les lèvres serrées, puis il lâcha. « Montag !» Enfin, il se détourna et dit. « Venez, j'allais bel et bien vous laisser partir, je ne suis qu'un vieux trouillard. » Faber ouvrit la porte de la chambre et fit pénétrer Montag dans une petite pièce où se dressait une table chargée d'outils et de tout un fouillis de fils microscopiques, minuscules rouleaux, bobines et cristaux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Montag. « La preuve de mon effroyable lâcheté. Il y a tellement d'années que je vis seul à projeter des images sur les murs de mon imagination. Les petits bricolages auxquels se prête l'électronique et la radiodiffusion sont devenus mon dada. Ma lâcheté est une telle passion, en plus de l'esprit révolutionnaire qui vit dans son ombre, que j'ai été forcé d'inventer ceci. » Il ramassa un petit objet de métal vert, pas plus gros qu'une balle de calibre 22. « J'ai dû payer tout ceci. Comment ? En jouant à la bourse, bien sûr. Le dernier refuge au monde pour les dangereux intellectuels sans travail. Oui, j'ai joué à la bourse, construit tout ça et attendu. Attendu en tremblant, une moitié de vie durant, que quelqu'un m'adresse la parole. Je n'osais parler à personne. Ce jour-là, dans le parc, quand nous nous sommes assis côte à côte, j'ai su qu'un jour ou l'autre, vous vous manifesteriez à nouveau, en ami ou en incendiaire. C'était difficile à prévoir. Ce petit appareil est prêt depuis des mois. Mais j'ai failli vous laisser partir tellement j'ai peur. On dirait un coquillage radio. Et plus encore. Celui-ci écoute. Si vous le placez dans votre oreille, Montag, je peux rester tranquillement assis chez moi, à réchauffer ma carcasse percluse de peur et écouter et analyser l'univers des pompiers, découvrir ses points faibles sans courir le moindre danger. Je suis la reine des abeilles, en sécurité dans la ruche. Vous serez l'ouvrière, l'oreille voyageuse. À la longue, je pourrais déployer des oreilles dans tous les quartiers de la ville, avec diverses personnes pour écouter et évaluer. Si les ouvrières meurent, je continue d'être en sécurité chez moi, soignant ma peur avec un maximum de confort et un minimum de risque. Vous voyez combien je suis prudent et combien je suis méprisable. » Montag inséra la balle verte dans son oreille. Le vieil homme enfonça un objet similaire dans la sienne et remua les lèvres. « Montag !» La voix résonnait dans la tête de Montag. « Je vous entends. » Le vieillard se mit à rire. « Je vous reçois parfaitement, moi aussi. » Faber parlait tout bas, mais sa voix restait claire dans la tête de Montag. « Allez à la caserne à l'heure fixée. Je serai avec vous. Nous écouterons ensemble ce capitaine Beatty. Il pourrait être des nôtres, qui sait. Je vous dicterai vos réponses. Nous lui ferons un numéro de première.
Me détestez-vous pour ma lâcheté électronique? Me voilà vous expédier dans la nuit pendant que je reste en arrière avec mes maudites oreilles en train de guetter votre arrêt de mort. Chacun fait ce qu'il peut. Montag plaça la Bible entre les mains de Faber. Tenez, je tâcherai de rendre un autre livre à la place demain. Je verrai cet imprimeur au chômage. Ça, au moins, j'en suis capable. Bonsoir, professeur. Non, pas bonsoir. Je ne vous quitterai pas de la nuit. Je vous chatouillerai l'oreille comme un moustique quand vous aurez besoin de moi. Mais bonsoir et bonne chance quand même. La porte s'ouvrit et se referma. Montag se retrouva dans la rue sombre à contempler le monde.